Bonjour et bienvenue au rapport de situation d'aujourd'hui. Nous allons parler de ce qui s'est passé en Ukraine. Et là-bas, l'une des plus grandes nouvelles est certainement l'attaque russe avec un missile Oreshnik sur Lviv. Nous voulons parler de ce que cela signifie et comment l'évaluer, mais bien sûr aussi de tout ce qui concerne la guerre en Ukraine, que ce soit ce qui s'est passé au front ou ce qui s'est passé derrière. Après Besson, il y aura la séance de questions-réponses habituelle. Je reviendrai sur Twitch dans 30 à 40 minutes. Commençons tout de suite. Sainte Canaille, économiser plus chez Oli avec mon code. Le stream d'aujourd'hui est sponsorisé par CyberGhost VPN. Pour naviguer en sécurité avec un VPN et accéder à des contenus bloqués, cliquez sur le lien dans la description. 83% de réduction, 4 mois offerts et 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Aucun risque et soutien à la chaîne. En guerre, même la Russie sera demain en guerre avec l'Ukraine depuis 1418 jours. Mais seulement si l'on compte depuis l'invasion totale du front en 2022, car la guerre avait déjà commencé en 2014 là. Il s'agit d'une autre dimension. La Russie est en guerre avec l'Ukraine depuis 1418 jours, mais seulement si l'on commence à compter à partir de là, l'Ukraine en guerre, l'Ukraine. La seule différence entre le Troisième Reich et l'Union soviétique, c'est qu'alors les troupes soviétiques étaient à Berlin, alors qu'aujourd'hui les Russes occupent moins de territoire qu'ils n'en avaient occupé au cours des 1,5 premiers mois. Les Ukrainiens poursuivent leurs attaques contre des cibles russes. Un dépôt de pétrole à Belgorod a ainsi été frappé. Ont également été touchés ces derniers jours une raffinerie dans le kraï de Krasnodar, une raffinerie à Yaroslavl, une autre à Samara, une usine chimique à Kirov et une usine chimique à Smolensk. De plus, un incendie s'est déclaré à l'usine Salyut à Moscou, où les moteurs des avions de chasse sont entretenus. Il y a également eu une attaque contre Belgorod, où de grandes coupures de courant et d'Internet ont eu lieu. Le gouverneur affirme qu'au total, 600 000 personnes ont été privées d'approvisionnement. C'était la conséquence de l'attaque ukrainienne, qui était une réaction aux attaques russes précédentes. Ceci faisait notamment partie de ces attaques russes. Ce que nous voyons ici, c'est une séquence qui nous montre l'impact des projectiles du système Oreshnik. La coloration ici est due à la maturation dans l'air de l'objet coloré, ce qui nous permet de parler du système Oreshnik. C'est bien sûr approprié à cet endroit. L'ensemble est un missile à moyenne portée basé sur le missile balistique intercontinental JARSM, donc un missile intercontinental qui a été raccourci. Le prix unitaire est probablement compris entre 40 et 50 millions de dollars. Elle peut utiliser des véhicules de rentrée multiples indépendants, c'est-à-dire des véhicules de rentrée multiples indépendants, en bon français plusieurs ogives qui rentrent indépendamment et attaquent différentes cibles, soit dans cible. L'Oreshnik elle-même en possède 6, comme nous avons pu le voir lors de cette opération. Et l'attaque contre Lviv a été menée exclusivement avec des ogives cinétiques. Cela signifie que de simples masses ont été tirées sur le territoire ukrainien. Et c'est là que nous arrivons à l'évaluation, il faut le dire clairement. C'était purement un spectacle destiné à l'Occident. C'est efficace. Donc, pourrait-on appeler cela un test d'armes contre des cibles ukrainiennes ? Parce qu'aucun dommage notable, à part la force cinétique de l'objet pénétrant à grande vitesse, ne peut vraiment être causé. Même des ogives seraient inutiles sur ce missile. On parle d'un grand missile servant à transporter de petites ogives ou juste des charges à effet cinétique. Cela n'a tout simplement aucun sens. L'Oreshnik n'a vraiment de sens, si l'on veut se regarder cela, que dans un contexte nucléaire, si on l'équipe au lieu de charges massiques ou de petites charges explosives chimiques, bien sûr, avec des ogives nucléaires. On peut attaquer 6 cibles simultanément sur des milliers de kilomètres, rapidement et difficilement défendable. Dans ce sens, l'Oreshnik aurait une utilité et représenterait une menace. Mais pour une utilisation conventionnelle, avec des ogives conventionnelles, elle n'a tout simplement aucun sens. Là-bas, le rapport coût-bénéfice n'est pas rentable. Ce que l'on peut détruire au sol ne peut guère justifier l'utilisation d'un système aussi coûteux.
C'est pourquoi nous devons aussi comprendre que c'est pour cette raison que l'attaque contre Lviv a eu lieu. Lviv est, si l'on veut, l'une des plus grandes, probablement la plus grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Nous avons cela ici. Cela signifie que c'est proche de la frontière polonaise et donc du territoire de l'OTAN. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard. C'était destiné comme un message à l'OTAN, pas contre une cible adéquate en Ukraine que l'on voulait endommager avec cela. Et cela correspond. Ce n'est évidemment pas un hasard que l'attaque ait eu lieu pendant que des négociations sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine sont en cours et que des nations occidentales déclarent publiquement ce qu'elles seraient prêtes à faire pour protéger l'Ukraine à l'avenir. Le fait qu'une telle action ait lieu dans ce contexte suggère un lien direct. En parallèle, de nouvelles attaques massives ont visé Kiev. Là-bas, entre autres, cet enregistrement a été réalisé où l'on peut voir comment un Shahed frappe un immeuble résidentiel. Et il ne s'agissait pas seulement de cet immeuble résidentiel, mais de nombreux objectifs civils ont été touchés lors de ces attaques. Ici, on peut le voir, dans un immeuble résidentiel, il y a encore eu de nombreuses victimes civiles. L'Ukraine a aussi diffusé un enregistrement audio où un officier russe annonce à nouveau l'exécution de prisonniers de guerre. Malheureusement, c'est désormais le quotidien. Qu'il s'agisse de vidéos montrant l'exécution de prisonniers de guerre ukrainiens ou d'ordre direct de procéder à ces exécutions. Nous poursuivons avec les développements le long du front et là nous allons à Soumy. Commençons par Soumy. Les Russes ont repris ces derniers jours la localité d'Andrivka, c'est-à-dire qu'Andrivka est de nouveau aux mains des Russes et ils ont avancé jusqu'à Yablonivka. Nous avons géolocalisé cela ici, à cet endroit. C'est un changement mineur ici. Mais les Russes ont pu avancer dans une zone qui n'était pas encore sous leur contrôle. Voilà pour la région. Je n'ai constaté aucun changement non plus dans la région de Vovchansk, ni à Weliki Burluk, que j'aurais pu documenter. Il circule actuellement une vidéo de Kupiansk avec des affirmations concernant une grande capitulation russe. Selon les déclarations, des centaines de soldats russes auraient été faits prisonniers. Je ne trouve aucune preuve que cela soit authentique, c'est juste pour expliquer. Bien qu'il y ait cette affirmation et que je ne veuille pas vous la cacher complètement, j'ai de sérieux doutes quant à sa véracité. Néanmoins, nous avons une évolution très intéressante dans la région. Ici, à Podolie, nous avons les Russes. En 2 lieux, des soldats russes ont été filmés agitant leur drapeau, ce qui suggère leur entrée à Podolie. Ce serait bien sûr très en profondeur dans la zone ukrainienne. Pour cela, nous allons consulter le 1000 blogueurs russes. Nous voulons citer Two Majors, donc Deva Majors, et je peux vous lire ce passage. Les rapports du secteur de Kupiansk indiquent que les annonces de succès à Podolie sont, pour le moins, exagérées. Les actions de destruction de drapeaux devraient être complètement arrêtées, car elles coûtent trop cher dans cette région. Je suppose qu'il doit s'agir d'une mauvaise traduction. Il ne s'agit pas de destruction de drapeaux, mais plutôt de hisser des drapeaux, de montrer des drapeaux. Et cela a été publié par les majors un jour après l'action à Podolie. Nous avons donc ici maintenant des Russes renommés. J'ai remarqué que la carte était désactivée, ce qui n'est évidemment pas bon. Nous avons des blogueurs militaires russes renommés qui insistent. L'action à Podolie que nous avons ici, je peux vous la montrer à nouveau tout de suite. Ici et ici, il y avait des soldats russes à Podolie. Les soldats qui étaient ici à Podolie, ils étaient en bien là, mais ce n'est pas un signe d'occupation. Nous avons ici les majors qui confirment exactement cela, à savoir que du côté russe, ils étaient certes sur place, mais que c'était une action de propagande. Je voudrais revenir brièvement sur le changement à Soumy, car j'avais probablement aussi la carte là-bas, ici. Andreïevka a de nouveau été reprise par les Russes, et les Russes ont été aperçus ici à Yablonivka à ce point. Des avancées relativement insignifiantes, mais c'est tout ce que nous avons pour le moment là-bas, c'était tout pour la région de Kupiansk. Nous continuons vers Borova, et là, des éléments avancés russes sont arrivés dans la localité d'Olexandrivka. Nous l'avons ici, à cet endroit, là aussi. Et là aussi, il s'agit probablement simplement d'une autre infiltration. On en arrive au point où parfois je me demande jusqu'où je dois toujours mentionner la géolocalisation. Car au final, cela ne veut pas dire grand-chose. Si par mauvais temps, 1 ou 2 soldats russes parviennent à avancer de 5 km, cela ne signifie plus grand-chose de nos jours. Cela s'est éprouvé, mais comme je l'ai dit, voici au moins la preuve pour l'instant. Je ne vois cependant aucun signe de consolidation de leur part là-bas.
C'est tout pour la région. Nous n'avons rien de Liman concernant des changements territoriaux, et je ne peux pas non plus documenter de changements sur le terrain dans la région de Siversk, ou plutôt, je devrais sans doute l'appeler désormais Slaviansk. De Kostiantynivka, nous avons 2 petites géolocalisations qui, encore une fois, ne sont pas dramatiques. Nous avons un soldat russe qui est combattu à cet endroit. C'est à peu près ici, il opère là-bas. C'est une zone que la carte Deep State indique comme étant sous contrôle ukrainien. Nous avons eu de temps en temps des soldats russes dans cette partie est, mais pas de façon permanente. De plus, des soldats russes ont été aperçus à l'ouest d'Ivanopilia et ont été attaqués là-bas par les Ukrainiens. Cela signifie que nous avons confirmé la présence russe à l'ouest d'Ivanopilia. Sinon, de nombreuses observations ici confirment en grande partie que la carte Deep State, avec ses zones contestées, est correcte. Nous avons des géolocalisations aussi bien de Plishivka que d'Ivanopilia, ce qui signifie que dans cette région, les soldats ukrainiens sont toujours présents sur place, du moins certains d'entre eux, et tiennent bon là-bas. C'est tout. Je n'ai pas de changement concernant cette région d'Ivanopilia. Et de Pokrovsk, nous avons la déclaration d'un porte-parole militaire ukrainien qui dit que des attaques mécanisées russes auraient lieu en direction de Rudinske et en direction de Richin. Des attaques mécanisées, c'est pour couper les lignes de communication ukrainiennes vers Pokrovsk, parce qu'il y a encore des soldats ukrainiens ici. Il souligne également que les Ukrainiens continuent de surveiller le nord, donc il y a toujours une présence ukrainienne à Myrnograd, ce qui est confirmé par les Ukrainiens. Et nous avons régulièrement des géolocalisations qui confirment cela plus ou moins. Donc les Russes n'ont ni Pokrovsk ni Myrnograd complètement sous leur contrôle. Même si bien sûr l'utilisation effective pour les Ukrainiens n'est plus que de nature défensive. Dans cette région de Mishowa, je ne vois aucun changement, et à Pokrovsk non plus, je ne vois pas qu'il se soit passé quoi que ce soit. Nous n'avons des changements que vers Uljapol. D'une part, il y a de nouveau des soldats russes à Priluki. À Priluki, ici à cet endroit, également à l'ouest de la localité, ils ont été aperçus à nouveau, et tout cela aussi à Selen, au centre, encore ici. Quelques soldats russes qui pénètrent ne signifient pas encore un contrôle. Mais nous voyons que la dynamique continue dans cette direction, et c'est ce que nous pouvons conclure de la situation actuelle si nous voulons faire un résumé. Je peux, sinon je n'ai pas pu documenter d'autres changements d'une quelconque manière, mais les changements sont très limités. Nous avons des infiltrations russes, elles continuent d'avoir lieu, mais elles semblent être moins nombreuses, pour le moment. Dans l'ensemble, les Russes ont indéniablement l'initiative stratégique, mais il est tout aussi indéniable qu'ils progressent à peine ces derniers jours. Le temps ne doit probablement pas être très favorable non plus, ce qui n'aide manifestement pas beaucoup les efforts offensifs russes. La seule chose remarquable à cet égard que nous ayons observé au cours des 3 ou 4 dernières semaines, c'est que les Russes sont repassés à l'offensive dans la région de Soumy. C'est remarquable dans la mesure où, ici, les Ukrainiens avaient au moins, à petite échelle, repris l'initiative pendant quelques mois. Ils étaient en mesure de repousser lentement les Russes. Et maintenant, nous avons en fait à plusieurs reprises des géolocalisations qui nous montrent que les soldats russes regagnent lentement du terrain. Mais ici aussi, nous ne parlons à nouveau que de mètres, pas d'une dimension plus grande, donc dans l'ensemble, rien n'a vraiment changé. Passons aux évaluations concernant les troupes russes. Ici, nous avons Konstantin Machovets. Je l'ai déjà dit, c'est un ancien colonel ukrainien désormais souvent cité comme analyste. Voici sa conclusion. La Russie voulait réorganiser 17 divisions et de nouvelles brigades, mais en réalité, seules 4 divisions ont été formées. La raison en est le manque de personnel du côté russe. Car tout simplement, les pertes sont trop élevées pour que les Russes puissent former les unités souhaitées. Il est également clair que l'effectif de ces unités, en termes de matériel et de personnel, est loin du niveau requis avant la guerre. C'est-à-dire que ce qui était à l'origine une division motorisée avait un certain nombre de véhicules, un certain effectif en personnel. Il existe des normes pour cela, une telle unité doit disposer d'un certain nombre de chaque équipement, d'un certain effectif en personnel, et ils en sont très loin. On sait qu'il s'agit principalement de véhicules légers avec peu de matériel lourd comme les chars. L'artillerie et la défense anti-aérienne sont aussi peu présentes. Cela signifie que la Russie forme de nouvelles unités, mais bien moins qu'annoncé ou prévu.
Ces unités sont aussi beaucoup plus légères en équipement, car la Russie dispose d'une nouvelle production importante, comme mentionné ici, Machowitz. Où est-ce que nous avons cela exactement ici? Vous en avez besoin. Selon lui, ils produisent d'un 340 à 350 chars de combat par an. Ce sont maintenant les évaluations d'un analyste ukrainien. Et ils en auraient fort besoin. Il estime qu'ils pourraient recruter environ 70 000 hommes de plus en 2026. Il leur faudrait 500 chars pour l'effectif prévu, mais ils n'en produisent pas autant. Donc ici nous avons. Les Russes essaient de renforcer leurs effectifs, et y parviennent dans une certaine mesure, mais pas de la manière dont cela était prévu. Comme je l'ai dit, tout ce qu'il mentionne ici, tout ce qui est nécessaire, reste néanmoins remarquable bien sûr. 350 chars de combat par an, c'est une production nouvelle substantielle qui dépasse celle de l'Occident, et de manière notable. Il y a aussi des rapports du côté ukrainien. Nous avons ici dans la revue Aéronautique un article sur l'armée de l'air ukrainienne. Et selon cela, elle a désormais détruit 1300 cibles aériennes, avec le F-16-300, autres cibles au sol ont été attaquées. L'utilisation se fait principalement contre des missiles de croisière et des drones, là où il existe des failles dans la propre défense aérienne. Le pays étant vaste, nous expliquons constamment la planification opérationnelle. Les attaques ukrainiennes contre l'industrie pétrolière réussissent davantage car l'Ukraine utilise désormais les données américaines. Les données ne concernent pas l'emplacement des raffineries que les Ukrainiens connaissent déjà via Google Maps. Les Ukrainiens ignorent souvent l'emplacement des radars et de la défense aérienne russe. Si je veux attaquer quelque chose à Krasnodar, je peux prendre le chemin direct. Je me suis trompé, mais je peux toujours choisir la voie directe. Mais alors je survole justement une batterie de défense aérienne, qui se trouve peut-être ici, et j'en passe peut-être une autre ici. Alors que si je sais qu'elles sont ici, je peux par exemple voler comme ça et ainsi les éviter. Et c'est la planification de mission qui repose justement sur des renseignements et permet ainsi de mener des opérations plus réussies grâce à ces informations. Les Ukrainiens ne sont pas les seuls à agir ainsi, les Russes aussi. Eux aussi savent en partie où se situe la défense aérienne ukrainienne et cherchent à l'éviter, pour que ces missiles ne soient pas interceptés et atteignent leur cible, du point de vue russe, et s'ils sont déjà en route. Dans les régions où les Ukrainiens n'ont pas de défense aérienne contre drones et missiles de croisière, les avions de combat y sont régulièrement déployés. Le pilote ukrainien auquel il se réfère dit que les F-16 sont également utilisés comme appât pour provoquer des tirs de missiles russes. Ça paraît un peu fou parce que, en théorie, il faudrait alors placer un avion, attendre que les Russes le repèrent, puis attendre qu'ils tirent un missile. Les repérer tôt et fuir, c'est ce que ça semble. Mais même si cela me paraît un peu fou, je ne peux évidemment pas exclure qu'ils le fassent réellement d'une manière ou d'une autre à cet égard. Pratiquement, mais le pilote le dit aussi à chaque mission en première ligne, Chaque fois qu'ils effectuent un des bombardements, ils seraient attaqués par des missiles RR à longue portée lancés par des avions de chasse russes volant à haute altitude. J'ai probablement abordé la situation il y a environ 2 ans et demi dans le passé. Que les Russes ont plusieurs positions combat air patrol. Combat air patrol, donc en bon français, chasse libre, c'est comme on l'aurait appelé pendant la Seconde Guerre mondiale. À différents endroits, des avions de chasse russes tournent en cercle avec des missiles à longue portée, en dehors de la portée de la défense aérienne ukrainienne, ce qui leur permet d'être à très haute altitude. Ainsi, ils détectent plus aisément les avions de chasse ukrainiens approchant et tirent des missiles à longue portée. Ces missiles accumulent l'énergie cinétique de la haute vitesse de l'avion de chasse russe, ainsi que l'énergie potentielle du vol en altitude, et ainsi parcourir une distance bien plus grande que les missiles tirés par les avions de chasse ukrainiens. Et cela signifie que les Ukrainiens, chaque fois qu'ils opèrent près du front, sont attaqués par les Russes avec des missiles à longue portée. Mais comme nous pouvons le voir, dans la plupart des cas du moins, ils parviennent à éviter les missiles. Mais cela montre aussi à quel point la menace reste forte pour les soldats ukrainiens. Ensuite, nous avons une déclaration de Kirillou Boudanov. Il n'est plus le chef du renseignement militaire, mais maintenant le chef d'état-major de Zelensky. Kirillou Boudanov a rencontré des représentants des services responsables du recrutement des soldats.
Si l'on veut, d'une part, pour s'attaquer au problème des absences non autorisées, et d'autre part à la corruption qui existe lors du recrutement. Un des problèmes majeurs des Ukrainiens est traité ici. Ce point avait déjà été évoqué dans le dernier rapport ou la dernière séance de questions-réponses. Oui, et j'ai expliqué que les Ukrainiens n'ont pas du tout épuisé tous les hommes capables de servir dans l'armée, mais qu'il s'agit simplement du fait que la corruption règne toujours en Ukraine, bien sûr. Beaucoup essaient de s'en sortir en soudoyant, par exemple pour être déclarés inaptes au service militaire. Et qu'il y a toujours beaucoup de soldats ukrainiens, et surtout de plus en plus d'Ukrainiens, qui quittent illégalement leur unité. Et ici, nous voyons que Boudanov veut aborder ce sujet. On ne peut bien sûr que spéculer, mais on peut au moins s'attendre à ce qu'il mette davantage l'accent sur la résolution de ces problèmes avec succès. Le succès reste incertain et dépend de spéculations. Par ailleurs, il reste la question du soutien international. L'Ukraine a reçu 2 prototypes Grey Frog du Royaume-Uni. C'est un système de défense anti-aérienne. D'après ce que j'ai trouvé à ce sujet, il est placé dans des conteneurs, donc dans des conteneurs standards. Cela permet de l'utiliser depuis n'importe quel camion. Il utilise des rails de lancement de MiG-29 et de Sukhoi 27 pour tirer des missiles RR à courte portée R-73 depuis le sol. La R-73 est comparable au Sidewinder utilisé notamment sur le F-16 et l'Ukraine possède toujours un très grand stock de missiles datant de l'époque soviétique. Et ceux-ci peuvent apparemment être utilisés depuis le sol grâce à ce système Grey Frog, pour la défense aérienne. 2 prototypes ont été livrés, 15 autres doivent être livrés et 13 autres systèmes de défense aérienne Raven ont également été livrés. Nous les voyons ici. Ce système improvisé semblable suscite pourtant un vif intérêt en Ukraine. Cela a été développé par les Britanniques pour l'Ukraine et fonctionne pratiquement selon le même système. Ici aussi, nous avons des missiles RR à courte portée lancés depuis le sol, mais il s'agit ici de SRAM britanniques. Donc ici, d'autres missiles RR qui sont lancés depuis le sol et qui peuvent ainsi combattre des drones et des missiles de croisière. Et si un avion de chasse s'aventurait suffisamment près à basse altitude, il serait bien sûr également en danger. Et c'est tout pour le rapport de situation à cet endroit. Nous faisons une courte pause publicitaire et ensuite nous passerons à la séance de questions-réponses où nous pourrons bien sûr également aborder la situation au Venezuela, probablement aussi à nouveau le Groenland, même si c'est fatigant, et l'Iran. Militaryland et Army Informed, 2 sites clés pour la recherche sur l'Ukraine, sont bloqués. Avec une IP au Panama, un VPN m'est indispensable. Avec CyberGhost VPN, sponsor d'aujourd'hui, j'accède à ces sites de façon chiffrée et sans log, tout en contournant le géoblocage de 40 services de streaming. En seulement 2 clics, vous pouvez choisir l'un des 100 pays proposés par CyberGhost pour débloquer des contenus restreints dans votre région. Ce qui me permet aussi de regarder des séries non disponibles dans mon pays, simplement en me connectant virtuellement dans un autre pays. Aucun journal n'est conservé, donc personne ne saura quel site vous avez visité. Avec CyberGhost, toute votre activité en ligne est entièrement chiffrée, ce qui vous permet de profiter d'une confidentialité totale sur Internet. Avec un abonnement, je connecte 7 appareils, dont téléviseur et téléphone. Mes proches peuvent aussi en profiter. Le logiciel est convivial et fonctionne sur toutes les plateformes courantes, sans connaissance technique préalable. En cas de problème, le support est joignable 24h sur 24/7 jours sur 7 également en allemand. Des milliers d'avis 5 étoiles sur Trustpilot parlent d'eux-mêmes, tout comme plus de 38 millions d'utilisateurs. En utilisant le lien en description, vous obtenez 83% de réduction et 4 mois offerts. Si besoin, remboursement garanti sous 45 jours.